Il y a maintenant 2 ans, j'avais fait 3 vidéos sur les villes aux États-Unis, en URSS, puis en France. La France est un cas assez précis et on pourrait en faire sur d'autres pays européens. Pour les villes des États-Unis et du RSS, ce sont des cas plus larges qui englobent d'autres pays influencés par ces systèmes. Aujourd'hui, je m'attaque à un autre cas très important, les villes chinoises. Les villes nord-américaines sont connues pour être en damier et sans centre historique. Les villes soviétiques, si elles sont de nouvelle génération, sont connues pour être en damier et sans centre historique. Et les villes chinoises, on va voir ça de suite. En Chine, les villes sont historiques. Si on prend les 3 plus grandes villes, Shanghai, Pékin et Canton, on ne sait pas vraiment depuis quand elles existent. On a parfois des traces de leur existence qui remontent à l'Antiquité, c'est très ancien. On est loin du cas russe où les villes les plus anciennes datent du milieu du Moyen-Âge. En Chine, certaines villes sont plus que millénaires. Tianjin, 4e ville de Chine, semble dater au moins du 6e siècle. Wuhan est un regroupement de plusieurs villes anciennes qui datent de la fin de l'Antiquité européenne. Shenyang semble être déjà importante au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et Nankin, n'en parlons pas, c'est une ville éternelle. Bref, pour résumer, il y a beaucoup de villes historiques. Même en Europe, on n'y trouve pas autant d'ancienneté. Chapitre 1. Histoire démographique. La Chine fut une nation très en avance sur son temps. D'ailleurs, pendant très longtemps, la Chine était la première puissance économique mondiale. Dites-vous qu'en 500 avant Jésus-Christ, le gouvernement de l'état de Wu, un des états chinois de l'époque, avait pour projet de construire un canal à proximité de Yangzhou. À la fois pour pouvoir déplacer plus facilement les batteries militaires, et à la fois pour pouvoir dévier les fleuves et créer de nouvelles zones cultivables. Le canal a ensuite été agrandi jusqu'au Moyen-Âge pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Canal. Grâce à cette maîtrise de l'agriculture, la Chine voit sa population augmenter plus rapidement qu'ailleurs dans le monde. En 1700, on estime que la Chine comptait 150 millions d'habitants. Ce nombre double en un siècle pour passer à plus de 300 millions en 1800. En 1800, l'Europe est encore en dessous des 200 millions. Dans les 150 ans qui suivent, l'Europe voit sa population exploser grâce à la révolution industrielle, rattrapant la Chine. En 1950, la Chine a atteint les 550 millions d'habitants, un chiffre très similaire à celui de l'ensemble des pays européens. Mais aujourd'hui, la Chine est à 1,4 milliard d'habitants alors que l'Europe est presque à 750 millions. Donc si on résume un peu, avant 1800, la Chine compte plus d'habitants qu'en Europe. Entre 1800 et 1950, l'Europe arrive à rattraper la Chine. Puis après 1950, la Chine voit sa population exploser à nouveau. Et aujourd'hui, les deux populations stagnent. Par contre, au niveau de l'urbanisation, c'est très différent. En 1950, seuls 11% de la population chinoise vit en ville. En Europe, on est plutôt aux alentours de 50%. Tout ça pour comprendre que la population urbaine en Chine est très récente. On peut dire qu'on est passé de 60 millions d'habitants urbains en 1950 à presque 900 millions aujourd'hui. La population urbaine a été multipliée par 15. Alors qu'en Europe, on est passé de 275 millions d'urbains à 550 millions aujourd'hui. La population a seulement doublé. Les villes chinoises, bien que très anciennes, ont connu l'essentiel de leur développement dans les 40 dernières années. C'est-à-dire à partir des années 80 avec la libéralisation économique. Chapitre 2. Modèle. À quoi ressemble une ville chinoise typique ? Une ville chinoise est le plus souvent à côté d'un coin d'eau. Nous avons en premier lieu le centre-ville, dans ce cas c'était un centre-ville entouré par des remparts, il y a même un canal autour de la ville-centre. À cela s'ajoute une première couronne urbaine, déjà partiellement développée avant les années 80. Puis depuis les années 90 s'est développée une banlieue encore plus grande avec d'immenses quartiers d'habitation. Toutes ces zones d'habitation sont à grande densité. On y trouve des bâtiments de grande hauteur, on ne fait pas dans le pavillonnaire. À ces zones d'habitation s'ajoutent des zones industrielles. On les reconnaît aisément dans les images satellites avec ces bâtiments bleus, ce sont sûrement des hangars ou des usines. Elles sont encore plus en extérieur que le reste de l'urbanisation. En ce qui concerne le réseau de transport, il est très développé. Des autoroutes entourent la ville et relient les principaux quartiers. Il y a aussi un réseau de métro si la ville est assez grande. On compte une trentaine, voire une quarantaine de réseaux de métro en Chine. La ville que j'ai pris pour exemple était Hefei, une petite ville de 5 millions d'habitants qui n'en comptait que 500 000 dans les années 80. En une quarantaine d'années, la population a donc été multipliée par 10. Et le plus gros de la croissance a eu lieu dans les années 90 et 2000. Mais que s'est-il passé pour que ces villes chinoises explosent en population ? Chapitre 3. Exode rural. La Chine est un pays très centralisé, historiquement. Depuis 1949, le pays est même devenu communiste et a renforcé ce centralisme. Un de ses objectifs est de devenir une puissance économique. L'urbanisation semble être une des solutions pour le développement du pays. C'est donc avant tout un projet politique de développer les villes. Avant 1978, il était compliqué administrativement de quitter la campagne pour la ville
ou de changer de province. Les citoyens chinois étaient munis d'un hukou, le système d'enregistrement des ménages. Et il était compliqué, si on était avec un hukou rural, d'aller vivre en ville. Aujourd'hui, l'hukou existe encore, mais le système est allégé. Mais pourquoi ce système a été mis en place ? Même si le hukou des contrôles des ménages existe depuis l'époque impériale, le système rural et urbain a vu le jour à la fin des années 50 pour éviter l'exode rural qui devenait trop important à l'époque. Il y avait donc un quota de citoyens pouvant passer d'un hukou rural à un hukou urbain. Mais pendant les 20 années qui ont suivi, la Chine avait pour priorité le développement industriel, tout en limitant l'exode rural. En bref, les Chinois urbains étaient avantagés économiquement. Bref, les villes se sont développées comme des villes-ateliers, on y construit des industries, des usines, il faut de la main-d'œuvre et ainsi de suite. Les villes grandissent. Sous Deng Xiaoping, on met en place la politique d'ouverture. Elle se met d'abord en place à côté de Hong Kong. En 1979, la ville de Shenzhen est fondée à la frontière avec la colonie britannique de Hong Kong. C'était encore une zone agricole. L'année suivante, en 1980, Shenzhen accède au statut de zone économique spéciale pour une partie de son territoire. Grâce à ce système, des sociétés étrangères sont autorisées à s'installer et à faire construire des usines, ou à faire travailler des filiales locales. C'est une rentrée d'argent pour Shenzhen. C'est un succès. D'autres villes suivront, puis toute la côte orientale de la Chine se tournera vers le libéralisme international. La Chine devient, de cette manière, l'usine du monde. Aujourd'hui, Shenzhen compte 17 millions d'habitants. Maintenant que la Chine est devenue un atelier pour les investisseurs étrangers, de nouveaux projets voient le jour. Un des objectifs les plus récents est de faire de la Chine un pays de consommateurs. Chapitre 4, boom de l'immobilier. Avec l'arrivée massive de ruraux prêts à devenir urbains, il faut construire des logements. C'est un véritable boom de l'immobilier qu'a connu la Chine. Une des premières étapes a été de rénover les quartiers historiques, parfois en les détruisant pour les reconstruire avec de meilleures normes. C'est pourquoi il est difficile aujourd'hui de visualiser des vieux centres-villes sur les images satellites. On ne trouve plus de ruelles tortueuses, tout a été le plus souvent détruit. C'est dans le delta de la rivière des Perles que le développement urbain est le plus fort avec l'influence de Hong Kong et les zones économiques spéciales de Shenzhen, tout en ayant une des métropoles nationales dans la région, Canton. C'est dans cette euphorie de la construction qu'a vu le jour le constructeur immobilier Hongda en 1996 à Canton. À l'époque, les villes grossissent, avoir un patrimoine immobilier est une valeur sûre pour les Chinois. Alors les Chinois achètent des appartements en ville, donc on construit des appartements et ainsi de suite. La demande augmente, etc. On construit gros, le plus souvent dans des immeubles de grande hauteur construits à la chaîne. C'est ce qui est le plus rentable pour les groupes. Évidemment, ce marché immobilier chinois s'est développé par étapes. À l'origine, dans ce pays communiste, il n'y avait que des logements d'État. C'est dans les années 90 que la libéralisation s'est réellement accentuée. Hongda a changé de nom pour devenir Evergrande et a déplacé son siège à Shenzhen. Dans les années 2000, les revenus des Chinois augmentent avec les investissements étrangers et les exportations. Les logements voient leur prix augmenter aussi, et les Chinois veulent acheter pour rester avec un patrimoine et ainsi de suite. Les logements gagnent de la valeur chaque année car la demande est toujours plus forte, et comme elle est plus forte, la valeur augmente. Vous sentez venir la bulle immobilière ? Elle a fini par arriver. Evergrande, devenu le plus gros constructeur immobilier du pays, continue de s'endetter dans les années 2010 pour acheter des terrains, les construire et les vendre. Il s'endette en empruntant, pour gagner gros en retour, il continue d'investir et ainsi de suite, sauf qu'à un moment, il n'a plus réussi à rembourser tous ses emprunts. En 2020, Evergrande commence à voir rouge et n'est plus capable d'aller plus loin. En 2021, l'énorme société est déclarée en faillite aux États-Unis. Sa faillite américaine annonce une énorme crise de l'immobilier en Chine. Tout cela n'était qu'une bulle, l'entreprise est finalement placée en liquidation judiciaire en 2024. En 2021, c'était plus d'1 million de logements qui étaient en cours de construction et qui ont été arrêtés. Ce sont des millions de Chinois qui attendaient d'accéder à la propriété et qui avaient payé ces logements. Chapitre 5. Qualité de la vie. Le gros problème des villes chinoises, construites en un temps record, est qu'elles se sont concentrées sur la densité d'habitation, mais pas forcément la qualité de la vie. Le fait qu'on construise beaucoup d'immeubles d'habitation n'est pas un problème en soi. On évite l'étalement urbain qu'auraient causé les maisons individuelles. La Chine s'est concentrée sur une urbanisation très dense, beaucoup de gros immeubles construits à la chaîne, mais aussi sur un développement routier intense. Quand on prend n'importe quel quartier, on se retrouve avec une circulation automobile qui entoure les habitations. Partout. Les plans urbanistiques n'ont pas pris en compte la qualité de vie. Les villes chinoises ont tout de même construit de nombreux métros, une trentaine de réseaux dans tout le pays. N'importe quelle petite ville chinoise millionnaire dispose de son métro avec plusieurs lignes. Par exemple, la ville de Changzhou, avec 4,5 millions d'habitants, dispose de son métro avec 2 lignes inaugurées en 2019 et 2021. C'est très récent.
Le plan final prévoit 6 lignes, et vu que la densité est très élevée dans les villes chinoises, il est plus facile de desservir une grande population juste avec un arrêt de métro. Cependant, la Chine a fait la même erreur que les États-Unis et l'Europe, penser que l'avenir du transport est l'automobile. Dans les années 90, alors que les villes chinoises explosaient en termes démographiques, la Chine a privilégié en premier lieu les réseaux routiers. Il fallait construire de grandes routes partout. Par exemple, entre 1996 et 2000, la municipalité de Pékin a investi 1/5 de son budget transport dans les transports publics, le reste c'était pour faire des routes. La Chine était tellement obnubilée à devenir un pays développé à la manière américaine qu'elle voulait que les Chinois deviennent des consommateurs de voitures. Le résultat est le suivant, les villes ont construit énormément de routes et ces routes sont devenues des routes embouteillées. C'est dans les années 2000 que la Chine comprend son erreur en augmentant les investissements dans les transports publics. Voilà pourquoi la plupart des métros apparaissent si tardivement, dans les années 2010. Mais il y a encore un autre problème. La Chine privilégie les gros transports en commun, comme le métro, mais le métro n'est qu'une partie d'un réseau de transports en commun. Il faut aussi développer les bus, etc. De plus, les agences qui gèrent les métros sont parfois différentes que celles qui gèrent les bus, ce qui crée des problèmes de connexion. Heureusement, la Chine a pris des directives pour limiter le développement de l'automobile, comme des quotas de voitures par habitant dans certaines villes ou une augmentation des tarifications des stationnements. Même si la meilleure solution reste de continuer à développer les transports en commun pour les rendre plus attractifs. Bref, la Chine dispose aussi de l'avantage d'avoir des centres-villes très denses, avec beaucoup de services, ce qui aide à la construction de réseaux de transport en étoile, bien plus pratique qu'un système multipolaire. La crise apportée par le Covid a eu un énorme impact sur l'immobilier et sur l'intérêt que portent les Chinois pour les villes, en particulier à cause des restrictions sanitaires. À cela s'ajoute la découverte de l'affaissement des villes chinoises, pour la plupart construites sur des terrains qui n'avaient pas prévu d'être occupés par autant de bâtiments. En un siècle, Pékin a baissé de 3 mètres. Chapitre 6, Villes fantômes. Dans l'euphorie de la construction, il arrive que certains quartiers fantômes voient le jour, et parfois des villes tout entières. Déjà commençons par le projet Une ville, 9 villes, projet qui avait pour objectif de rendre les villes plus attrayantes. 9 villes nouvelles ont été développées dans la banlieue de Shanghai, et chaque ville avait une thématique d'un pays occidental. Le but était de s'inspirer de l'architecture occidentale pour construire de nouveaux quartiers. Par exemple, la ville de Thamestown, au nom anglais, s'inspire des villes britanniques. On y trouve même un quartier piéton avec des boutiques. Ce quartier fait partie de la ville nouvelle de Shangqiang, considérée comme un aménagement de qualité réalisé autour de Shanghai. Mais à part ce grand aménagement de qualité, on trouve des quartiers déserts ailleurs. À Hangzhou, pas très loin de Shanghai, on trouve le quartier de Tianlucheng, qui a tenté d'imiter un style parisien, avec une petite tour Eiffel décorative. Mais ce quartier a eu beaucoup de mal à se peupler. À Shenyang, on trouve le quartier Ludi Guobinfu, un ensemble de villas destinées à une clientèle riche qui ne semble pas avoir été intéressée. On a aussi des villes entières qui sont désertées, comme celle de Ordos en Mongolie intérieure. La ville existait déjà, mais une nouvelle ville a été construite pour déplacer la population et la reloger, mais sans succès. On a par exemple cette petite ferme au milieu de la campagne, mais entourée par 4 routes de 6 voies chacune. On ne risque pas l'embouteillage dans ce coin de campagne. Conclusion. Les villes chinoises sont des villes récentes. Développées en une trentaine d'années, elles ont dû faire face à des défis uniques. Jamais dans l'histoire de l'humanité, tant de gens étaient devenus urbains en un laps de temps si court. Des villes comme Shanghai ou Pékin ont connu une migration rurale comme on n'en avait jamais vu par le passé. Bien que prenant la voie du tout-voiture dans les années 90, elles ont su se rattraper en développant les grands projets de transport en commun. Mais de nombreux autres défis attendent les villes chinoises pour augmenter leur qualité de vie. Mais un des chantiers les plus importants a été réussi, celui de baisser la pollution urbaine. Il y a 10 ans, on disait que des villes comme Pékin ou Shanghai étaient parmi les plus polluées du monde. Ce n'est plus le cas. Mais avec la crise sanitaire et la crise immobilière, c'est une nouvelle ère de stagnation qui attend les villes chinoises, et qui risque de ralentir l'évolution de ces villes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et sinon, à la prochaine.